Si vous aimez la musique, si vous aimez les parcours rocambolesques, si vous aimez les grands artistes, restez avec nous car nous allons vous raconter l'Alia Story d'une concertiste internationale. Voilà, plein de surprises. Elle s'appelle Laetitia Imoué. Laetitia, on est super content de l'accueillir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Laetitia Imoué, bonjour. Bonjour. Alors, on est très content de vous avoir parce que certains, dans le public francophone, ne vous connaissent peut-être pas encore. Et c'est l'occasion de dévoiler un petit peu votre histoire, votre vie, qui se cache derrière la grande artiste que vous êtes. Voilà, bienvenue. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors, vous êtes d'origine corse, on va commencer comme ça, mais on pourrait dire aussi d'origine israélienne. Exactement. Voilà, je suis corse parce que ma famille d'Israël est partie d'Israël en Corse, mes grands-parents. Mais vous avez une histoire avec Israël dans votre famille incroyable, parce que je crois que vous êtes plus que 5 générations en Israël. C'est ça. Ça fait depuis 5 générations que ma famille sont nés ici, du côté de mon grand-père, Tibériade et Safed. Ok, ils étaient musiciens aussi ? Non, pas du tout. Pas du tout, absolument pas. Un de mes oncles a formé la première école de mandoline en Israël. Oui, quand même. Mais du côté de mon grand-père, ma grand-mère, non. Mais dans le sud du pays, l'école de mandoline vers Beersheva, celle-ci ? Non, c'est à Petah Tikva. À Petah Tikva, d'accord, ok. Donc, 5 générations en Israël, par des hasards, on va dire, des hasards de la vie. Vos grands-parents sont partis. Ils avaient en projet, chacun de leur côté, parce qu'ils ne se connaissaient pas encore, de partir. Alors l'un, je crois, en France et l'autre en Amérique du Sud. Et puis, ils ont fait une halte en Corse. Et c'est apparemment une halte qui a été bien heureuse parce qu'ils sont restés. Ils sont restés, exactement. Voilà, ça fait de cela bien longtemps, où mon grand-père paternel de Tibériade, très jeune, est parti avec un de ses oncles qui était déjà en Corse. Voilà, pour simplement une petite période. Pour voyager. Pas forcément pour voyager, non. Je pense que c'était un petit peu pour travailler parce que la situation était très difficile. Ils venaient de perdre leur père. Leur mère était seule avec les enfants. Lui était l'aîné. Donc l'oncle qui était déjà là-bas en Corse faisait un petit peu de commerce. On dit voilà, je vais amener Joseph avec moi quelques mois. Et en fait, mon grand-père est resté en Corse. Et ma grand-mère, elle était aussi très jeune et partie de sa fête avec sa famille, avec ses parents et ses frères et sœurs, pour une destination d'Amérique latine, mais avec une halte en Corse, et ils sont restés en Corse. Et après, plusieurs années après, mon grand-père et ma grand-mère se sont rencontrés, se sont mariés, et voilà, c'est comme ça que nous sommes. Vous avez grandi, donc vous aussi là-bas. Apparemment, il y a beaucoup de similitudes, c'est ce qu'on dit, entre, on va dire, en tout cas, le paysage, la lumière, avec Israël et la Corse. Oui, exactement. Et je pense que c'est pour ça que mes grands-parents s'y sont sentis bien après Israël, parce que il y a beaucoup de ressemblances dans le paysage, dans la lumière, et puis un petit peu aussi dans le caractère. Et oui, parce qu'en Israël, on dit que l'israélien est sabra, donc dur dehors et très doux dedans. Ça rappelle peut-être le Corse. Exactement. Il est très dur dehors, mais en fait, quand on le gratte bien, le Corse, il est très, très sentimental. Ouais, avec le cœur sur la main. Alors, vous grandissez, bien sûr. La musique fait partie de votre vie. Votre père aussi était musicien, artiste. Ils sont tous artistes, je crois, chez vous. Oui. Vos frères et sœurs, ça chante, ça joue du piano, ça danse, ça peint. Voilà. Il y a de tout. Donc, vous quittez forcément un moment la Corse pour poursuivre vos études. Oui. De violoncelliste. Nous sommes partis de Corse pour la région parisienne. Et voilà, avec mes frères et sœurs, nous avons fait chacun nos choix dans nos attirances. Et voilà, pour ma part, moi, c'était le violoncelle. J'ai commencé par le piano très, très jeune. Et ensuite, le violoncelle m'a attirée énormément. Parce que je voulais chanter comme un homme. Et c'était pas possible. M'a-t-on expliqué quand j'étais petite. Et lorsque j'ai entendu le son du violoncelle, j'ai eu la révélation. Je dis voilà,
Je vais pouvoir chanter comme un homme à travers mon instrument. Ouais, et c'est vraiment... Alors, d'ailleurs, on va écouter, enfin, un moment ou un autre, pas tout de suite, mais forcément, on écoutera un petit morceau, un petit bout de ce que vous pouvez faire. Vous êtes absolument étonnante. Mais alors, vous parlez musique, vous vivez musique, et Israël dans tout ça, parce que vous avez toujours été très fière d'être juive, pas forcément pratiquante, je crois, mais... C'était très présent. Bien sûr, c'était très très présent dans la famille, même si on n'était pas des pratiquants, pas observants. Non. Mais on faisait quand même les fêtes principales. Il y avait chez mes parents, chez mon père, quand même cette comment dirais-je, attachement. Cet attachement, oui, merci, cet attachement viscéral, et aussi dans l'éducation. Donc c'était très présent. Mais moi j'étais très jeune, peut-être plus par rapport à mes frères et sœurs qui sont aussi, mais même à travers ma musique, quand j'entendais une musique qui était très ashkénaze ou orientale, ça me faisait frémir. Enfin, j'avais tout de suite le cœur qui battait, et quand j'étais très jeune, je ne savais pas vraiment pourquoi. J'avais cette réaction. Après, plus tard, je l'ai compris, mais j'étais très très fière d'être juive. Très jeune, je crois que j'avais 8 ans, j'avais demandé à mes parents de m'acheter un Magen David que j'ai mis tout de suite. Je n'ai jamais quitté. Maintenant, c'est ma fille qui l'a. Elle a voulu me le prendre. Et je pense que vers les 10 ans, dans ma tête, je voulais être israélienne. Ça veut dire quoi, à 10 ans, être israélienne ? Je voulais être israélienne parce que pour moi c'était une fierté. Enfin, je me sentais pas comme personne accomplie si j'étais française. J'avais un manque. Je voulais pas forcément vivre en Israël. Je voulais être israélienne parce que c'était un attachement profond. J'avais cet appel là. De quoi, de la terre ? J'avais cet appel de la terre, de l'histoire. Je cherchais tout le temps. J'avais 13-14 ans. Je prenais plein de bouquins. Je regardais toute l'histoire de mon film que je me mettais en boucle. C'est l'histoire de Moïse avec je crois que c'était c'est pas Burt Lancaster, mais c'est Charlton Heston et qu'on a tous voilà, je me le mettais en bouche. J'ai dit mais un jour je vais moi aussi partir. J'avais 12-13 ans. Enfin, c'était ça m'appelait. J'avais cette attirance. Alors, il va falloir attendre longtemps quand même pour arriver. Entre-temps, il y a un autre continent qui vous appelle, un peu par hasard, puisque vous êtes violoncelliste à l'époque, vous commencez à jouer, on vous entend, vous êtes repéré forcément un jour ou l'autre par une élève de Rostropovitch qui demande à vos parents de vous emmener à Moscou. Carrément, vous avez 14 ans. J'ai 14 ans, oui. Ce professeur est décédé maintenant, mais à l'époque était le pilier des professeurs du conservatoire de Moscou. Et vous aviez fini le conservatoire de Paris à l'époque ? Non. Vous étiez Non, j'ai commencé encore avec un professeur du conservatoire de Paris. Je n'ai pas fait le conservatoire de Paris, parce que j'ai fait celui de Moscou. On ne peut pas tout faire. Hein. Non, on ne peut pas tout faire, mais bon, j'ai pas perdu au change, j'avoue, je ne regrette rien. Et lors d'un séminaire, d'un stage où elle était présente, mon père a demandé à ce qu'on m'écoute, et j'avais une de mes sœurs aussi qui est pianiste, ma sœur aînée qui est pianiste, qui aussi a fait ce parcours. Donc mon père a demandé à m'entendre, et c'est à ce moment-là. Donc ce professeur a trouvé que j'étais extrêmement douée. Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a il y a des centaines et des centaines en Russie de jeunes, d'artistes qui sont tellement talentueux, qui ont beaucoup de talent, sont de grands artistes. Bon, voilà, Mais c'est tombé sur vous. C'est tombé sur moi, c'est dit, française, pourquoi pas, c'était pour elle. Et après, quand même, beaucoup de démarches, parce que pour partir en Russie à l'époque, c'était pas facile, c'était pas, aussi facile que maintenant. C'était juste au moment de la perestroïka. C'est ça, c'était un tout petit peu avant, donc c'était pas évident. Déjà sur le plan officiel, sur le plan administratif, et ensuite, il fallait quand même rentrer au conservatoire de Moscou. Donc j'ai énormément travaillé, parce que la compétition et le niveau étaient extrêmement élevés,
très très élevé. Donc c'est incroyable quand même que votre famille qui était juive, etc., n'a pas eu peur de vous envoyer. Voilà, à cette époque-là, c'est fou, quoi. Vous étiez toute jeune en plus. Oui, non, ils n'ont pas eu peur parce que j'étais. Moi, d'abord, je voulais y aller. Et puis, mes parents avaient une telle admiration pour ces grands artistes russes, ces musiciens qui étaient la majorité des juifs russes, les violonistes, les grands violonistes comme on les connaît tous, Heifetz, Kogan, Oistrakh, enfin bon, ça parle peut-être pas aux gens. Vous pouvez y aller, ça parle beaucoup à certains, ça fera plaisir d'ailleurs. Voilà, c'est bon, le juif et son violon, on connaît bien, mais après aussi chez les violoncellistes, même Rostropovitch était juif. Voilà ce que je ne savais pas à l'époque, mais il était aussi sa mère, je crois, était juive. Mais bon, beaucoup de grands violoncellistes, pianistes, enfin les grands musiciens russes étaient là en majorité. C'était la consécration d'aller jouer là-bas. Et c'était la consécration d'être formé au conservatoire de Moscou parce que déjà c'était très difficile d'y rentrer. Extrêmement difficile pour les Russes, déjà. Tout le monde ne rentre pas au conservatoire de Moscou, il faut un niveau extrêmement élevé. Et ensuite, moi, je suis partie, j'étais inconsciente, je dirais. Bon, ça a été très difficile, extrêmement difficile. Combien de temps ça vous a pris ? Presque 8 ans. 8 ans pour rentrer au conservatoire. Non, je suis restée 8 ans pour faire mes études. Non, j'ai fait 1 an de préparation, je me suis préparée pendant 1 an, j'ai vraiment travaillé énormément. Et après, ce n'était qu'une petite chose de ce qui m'attendait. Oui. Vous avez étudié là-bas pendant 8 ans, donc ça a dû être absolument génial. Donc vous terminez, on va dire, vos études à Moscou, vous avez 21 ans. Oui, à peu près 21-22 ans. Et puis après quelques allers-retours avec Paris, etc., vous rentrez à la Juilliard School of New York. C'est ça. Voilà, la fameuse école de musique. La grande école de musique, oui, de New York, des États-Unis. Vous avez étudié quoi là-bas ? Le violoncelle, j'ai fait un 3e ski, un doctorat, ce qu'on appelle à peu près en équivalence. Là, 3 ans de perfectionnement. Ouais. Voilà, avec un professeur aussi qui était un très très bon professeur, et j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup de musique aussi. C'était différent de la Russie. Ah ben j'imagine, ça a dû être un choc pour vous, non ? Oui, c'était un choc. Alors quand je dis ça, les gens pensent que j'ai eu un choc par rapport à la culture. À la culture, et c'était pour moi mieux parce que voilà, les États-Unis, l'Amérique, c'est extraordinaire. Eh bien non, je me suis sentie complètement perdue quand je suis arrivée. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'habituer. En Russie, bien que j'étais plus jeune et que la Russie, c'est un pays, on a l'impression qu'un pays, c'est un pays dur, froid, etc. Je me suis sentie beaucoup plus perdue aux États-Unis au départ. Bon, après, j'ai eu des amis, etc. Mais ça a été plus peut-être difficile pour moi dans la mentalité, sur le plan humain, en Amérique qu'en Russie. En Russie, c'était dur parce que la vie était dure pour eux. Donc c'était dur, mais les gens sont tellement cultivés, ils sont tellement attentionnés, ils sont profonds. Et moi, mes amis, tous ceux que j'ai dans ma vie maintenant, c'est beaucoup de cette période-là. Ils aiment la France, ils adorent la France, ils connaissent toute l'histoire de France mieux que les Français. Bien sûr. D'ailleurs, c'est un autre continent, c'est une autre façon de vivre, ça c'est sûr. Ouais. Alors vous n'êtes pas resté donc aux États-Unis, vous auriez pu, mais vous n'êtes pas resté. Non, oui, j'aurais pu, c'est vrai, mais j'étais fatiguée. Alors une histoire qui était très intéressante aux États-Unis. J'ai fait la rencontre de la femme d'Isaac Stern, qui était aussi un grand violoniste américain, mais juif, bien sûr, qui est venu ici. Et on a d'ailleurs cette image de Isaac Stern avec son masque. Son masque à gaz, c'est inoubliable pendant la guerre du Golfe. Donc, en train de donner un concert. Exactement. Avec le masque. Et quand j'étais aux États-Unis, à New York, j'ai donné un concert et Vera Stern, la femme d'Isaac Stern, était là. Et elle est venue me voir après. Et elle me dit, Laetitia, écoutez, je trouve très talentueuse et j'aimerais beaucoup, mon mari a fondé son école en Israël. Et on aurait aimé que vous partiez en Israël dans cette école. Pour être professeur ? Non, parce que j'étais encore jeune. Oui. Pour travailler là-bas. Non, dans cette fondation, pour étudier, être encore après Juilliard, de faire encore... bon. Et j'étais pas
j'étais fatiguée de voyager, d'être sans ma famille, et peut-être que pourtant, comme je vous disais au départ, vous aviez vraiment envie depuis toujours d'aller en Israël. Et j'ai dit non, c'est pas le moment pour moi. Elle était très déçue. Mais j'ai senti que c'était peut-être pas forcément le moment pour moi de partir. Et comme je vous dis, j'ai quand même vécu 8 ans en Russie. Après, je suis partie 3 ans aux États-Unis. Ça faisait long. Depuis l'âge de 14 ans, vous avez dû avoir envie de rentrer à la maison. Oui, j'avais envie de rentrer. Et c'est ce que vous avez fait. Et vous avez bien fait parce que en chemin, vous allez trouver plein de belles choses, voilà, notamment sur le plan personnel. Donc vous retournez en Corse et vous montez un festival, un très beau festival. Exactement. On va peut-être voir des images parce qu'on parle de musique, on n'a rien vu, donc on va voir peut-être des images d'un très grand violoniste qui est devenu depuis votre mari, qui s'appelle Sania Kroitor, j'espère que je l'ai bien prononcé. C'est bien ça. Voilà, un violoncelliste, on va dire... Violoniste. Violoniste, pardon, oui, violoniste de jazz, folk, mais aussi qui fait du klezmer, qui est moldave, donc qui porte avec lui... toute cette musique de l'Europe de l'Est. Exactement. Qui est très dynamique, très joyeuse. Voilà, ça déménage, c'est vraiment très très beau. Donc en fait, vous aviez organisé ce festival et vous l'aviez invité, tout simplement. Tout simplement. Vous ne le connaissez pas plus que ça, un petit peu? Si, parce que c'est un très grand artiste, donc a une grande réputation. Je le connaissais, mais j'étais loin de m'imaginer que ça allait devenir mon mari. Ouais. Et donc, vous avez fait plusieurs saisons pendant ce festival. J'ai fait pendant 5 ans des festivals en Corse. Voilà. Et un très joli nom d'ailleurs de ce festival, les concerts inoubliables en Corse. Oui. Voilà. Alors on va peut-être écouter un petit bout. Voilà, on a écouté un petit bout, on écoutera encore un petit morceau peut-être tout à l'heure. Alors, après tout ça, j'imagine que lui, ce violoniste-là dont on vient d'entendre, on vient de voir la virtuosité, lui est israélien. Il est moldave d'origine, mais il vit en Israël quand même. Il vit en Israël depuis 25 ans. Est-ce que c'est ça qui a fait que cette rencontre qui a fait que vous avez décidé de faire votre alia? Non, parce que c'était décidé avant. C'était décidé déjà depuis 3-4 ans avant que je rencontre mon mari. Et j'étais décidée de faire mon alia, même si tout le monde, même ma famille ici, me disait mais fais attention, c'est très difficile, tu sais, après la France. Oui, j'ai dit non, oui, je sais, mais je veux faire mon alia, même si je vis pas à 100% en temps complet en Israël, je veux maintenant vivre en Israël, je veux être israélienne. Oui, parce que quand on est une musicienne de votre pointure, c'est très difficile de travailler ici. On travaille un peu, mais la majorité du temps, c'est pas ici qu'on travaille, quoi. C'est à l'étranger. Non, bien sûr. Et bon, la majorité des artistes israéliens partent, jouer ou montrer leur art à l'extérieur. On revient ici, on repart. On est obligé parce que l'Israël d'abord est petite, donc on peut pas tout au long de l'année pratiquer son art en Israël. Et puis voilà, c'est la vie. Vous étiez quand même consciente de ça en voulant partir. Ça ne vous a pas dérangé? Non, absolument pas, parce que en France, c'est la même chose. Je ne donnais pas des concerts qu'en France. Je joue aussi dans le monde entier. Enfin, c'est la vie des artistes. On ne vit pas de notre art que dans son propre pays. On le montre à l'extérieur. Donc en Israël, je savais très bien que j'allais pas vivre qu'en Israël de mon art, à moins d'avoir tout quitté, de vivre simplement. Comme ça en tant qu'épouse, mais c'était pas le propos du tout. Non. Alors, est-ce que vous avez été accueillie, on va dire, ou est-ce que l'État accueille ces musiciens, on va dire ces stars internationales quand même, comme il se doit? Est-ce qu'il y a une politique d'intégration particulière, ou est-ce que chacun doit se débrouiller, point, il n'y a pas de valorisation du talent? Ça n'a pas été facile, je pense que c'est pas facile, non. Ça n'a pas été facile, on a une aide. Au départ, j'ai eu d'ailleurs ce qu'ils appellent l'aide la plus sur le plan financier.
je sais plus, j'avais passé un concours. En tant qu'Ola Hadasha. Oui, c'est ça. C'était pour moi incroyable parce que ça me faisait drôle. J'avais l'impression de passer, d'avoir 15 ans et de passer devant une commission. Enfin, donc, mais je l'ai fait parce que bon, ça m'amusait un peu d'ailleurs parce que j'étais intriguée. Qu'est-ce que je vais avoir? Mais bon, voilà, ça a été à ce niveau-là, oui. Mais après non, oui. C'est-à-dire qu'ils ont des organisations de concerts où ils appellent les Ola Hadasha, exact, effectivement. Mais c'est surtout dans le milieu russe parce qu'il y a beaucoup de musiciens russes. Mm-hmm. Dans le milieu français, il y a personne. Enfin, j'en connais très très peu. Ouais. Donc ça a été très difficile. Ça a été très difficile à ce niveau-là. Mais sinon, je joue beaucoup en Israël grâce à mon mari qui lui est là depuis. Et je suis très connue, surtout par le public russe, bien sûr, et le pays de l'Est, grâce à lui, bien sûr. Mm-hmm. Alors, est-ce que vous avez réussi, vous qui aimez tellement Israël, à partager votre savoir? Est-ce que vous aviez envie d'enseigner peut-être à la jeune génération? Oui, bien sûr, même si c'est pas mon point. C'est pas votre principal, c'est en plus parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ouais. Mais oui, j'ai eu envie. Quand je suis arrivée, j'étais très vaillante et optimiste, mais ça a été difficile aussi. On m'a pas laissé la place. La corporation ne vous a pas laissé la place. Oui. Ouais, ils ont eu peur. Je pense, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Concurrence. La concurrence, parce que. Lorsque là, j'ai commencé depuis 4 ans à me faire connaître par les concerts. Il y a quelques élèves aussi qui sont partis du cursus même du conservatoire pour venir vraiment travailler avec moi parce qu'ils voulaient avoir un grand niveau et très professionnel et pouvoir partir après à l'étranger pour pouvoir être reçus dans les conservatoires. Et... Voilà. Est-ce que vous aimez malgré tout la vie ici? Ah oui. Ah mais bien sûr. Ah mais moi j'adore le dynamisme, j'adore la vie parce qu'il y a la vie et la vie elle est jeune. C'est une vie très très jeune et très dynamique en Israël on est assez libre quand même. On est très libre même je trouve. Et c'est très paradoxal, on en parle avec des amis français. Lorsqu'on est ici, au bout d'un certain temps, on se dit mince, c'est un peu difficile, on aimerait bien rentrer en France, manger des choses, on va avoir le petit coin parisien. Et puis le luxe français, voilà, le luxe français, la classe française, voilà. Et puis quand on est là-bas, au bout de 3 semaines, un mois, on se dit oh là là, tiens, je repartirais bien à Tel Aviv ou pour d'autres en Israël, me reprendre une petite bouffée, un peu de cool. Ouais. Voilà, mais je pense qu'on a beaucoup de chance quand on peut faire les deux. Parce que mon mari me disait, toi, tu as eu beaucoup de chance maintenant que je le connais. Et moi, quand je suis partie de Moldavie, j'ai dû faire un choix. Prendre la nationalité israélienne et perdre ma nationalité moldave. Et une fois arrivée en Israël, je ne pouvais plus repartir en Moldavie. Et toi, tu as la chance de faire les deux. de pouvoir faire les deux et d'avoir tes 2 nationalités. C'est-à-dire, je suis française, que je suis née en France, et maintenant je suis israélienne. C'est-à-dire le traumatisme du changement de pays. Ça a été dur pour eux, oui. Ouais. Et alors que nous, on a cette chance-là. Dès qu'on a un peu de vague à l'âme pour la phrase paf, on repart. Et dans l'autre sens, la même chose. Bon. Mais j'aime beaucoup Israël. De toute façon, c'est quelque chose pour moi qui est très très profond, qui peut-être pas forcément. Vous êtes la 6e génération. Oui, qui est pas forcément même explicable parce que c'est parfois j'ai de la colère parce que je me dis que je m'imaginais qu'on puisse faire des choses encore plus belles en Israël que ce que je me suis imaginé dans mon enfance, et en même temps je trouve que c'est un pays fou extraordinaire vraiment. Bon, on va finir sur ces belles paroles. En tout cas, si vous avez envie de découvrir sur scène cette talentueuse violoniste, je peux vous le dire, c'est vraiment magnifique. Laetitia Immo, vous pouvez la découvrir parce qu'elle a une série de concerts dont on parlera peut-être dans une autre émission, From Back to Beatles. Ils vont être sur scène. Elle et Sania Kreuters, violoniste de talent dont elle a
un petit peu parlé, mais on en parlera un peu plus la prochaine fois. À Beersheva, Rishon LeZion, à Kiryat Motskin, à Ashdod, à Petah Tikva, à Natania, pas à Tel Aviv pour le coup. Voilà, c'est dans tout le début du mois de mars, donc vous pouvez vous précipiter pour prendre des places et voilà, et les suivre et aller les voir. Vous trouvez tous les renseignements sur leur page Facebook, Sania Kroitor. Voilà, là-bas, il y aura toutes les dates, il y aura tout ce que vous voulez. Merci beaucoup, Laetitia, d'être venue jusqu'à nous. Merci. Et à très bientôt. Batzlacha pour la suite. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.